Ce sera comme un petit ruisseau. Le petit ruisseau deviendra une rivière. La rivière deviendra un grand fleuve. Le grand fleuve deviendra une mer. La mer deviendra un puissant océan. Et ce sera à travers toi. Comment? Tu ne dois pas le savoir, tu ne peux pas le savoir, tu ne le sauras pas. Mes premiers souvenirs remontent au bateau à vapeur en provenance de l'Inde, vers la Grande-Bretagne, quand j'avais 5 ans. Ça devait être en 1920. Et je me souviens vaguement que ma mère m'avait dit de ne pas grimper sur les différents équipements sur le pont. À l'époque, la tradition voulait que si vous aviez un topi solaire, vous savez ce que c'est? Un casque ou chapeau solaire? Quand on quittait l'Inde, on y attachait une cordelette et on le traînait dans le sillage du bateau. Je me souviens donc vaguement avoir fait cela. Eh bien, j'étais en Inde parce que c'est là où je suis né. On ne m'a pas donné d'option à ce sujet. Je suis né là-bas parce que c'est là que se trouvait ma mère. Ma mère était là-bas parce que mon père y était. Et mon père était officier dans l'armée indienne. Il était commissionné dans ce qu'on appelait à l'époque le Queen's Own Madras Sappers and Miners, un corps des ingénieurs de l'armée indienne. Et nous avons toujours la commission signée par la reine Victoria de sa propre main. Et il faisait les choses que font les ingénieurs. Il a notamment construit un pont quelque part, je crois à Bangalore. Il n'était pas vraiment religieux, mais quelque chose est venu sur lui, et quand il a terminé le pont, il y a fait graver un verset de la Genèse. Il vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc, mais comme je l'ai dit, il n'était pas un homme religieux. C'était un homme bon, mais pas un homme religieux. Je n'ai pas beaucoup d'autres souvenirs de l'Inde, mais j'ai des choses qu'ils m'ont racontées. À cette époque, je parlais l'hindoustani aussi couramment que l'anglais. Nous avions plusieurs domestiques indiens, ce qui était normal pour une famille blanche à l'époque. Et mon père, je pense qu'il avait une mauvaise impression, mais il croyait que c'était bien de taquiner les petits garçons. Alors un jour, je mangeais un melon, et il a détourné mon attention et m'a enlevé le melon. Et quand je me suis retourné, il n'y avait plus de melon. Et ma famille raconte comment j'ai grondé tous les serviteurs indiens en hindoustani pour avoir pris mon melon. Mais je ne pense vraiment pas que ce soit la bonne façon d'élever des jeunes garçons. Je pense qu'en fait, je suis devenu sujet à la colère, ce qui a probablement commencé à ce moment précis dans ma vie. Mais mes parents ont vraiment été très bons avec moi. Puisque mon père était encore en service dans l'armée en Inde, bien sûr, il passait la plupart de son temps là-bas. Et ma mère était avec lui la plupart du temps, pas tout le temps. Donc j'ai passé la majorité de mes premières années avec mes grands-parents, les parents de ma mère. Et comme tout le monde dans la famille, mon grand-père était soldat. Il a servi pendant la Première Guerre mondiale et a été directeur général des transports et des approvisionnements en Inde pendant la Première Guerre mondiale. Tout mon environnement familial a vraiment été en Inde. C'était un homme bon, je dirais même un homme pieux. À cette époque, les gens ne parlaient pas de religion. C'était une affaire personnelle, mais je me suis rendu compte plus tard que mon grand-père et ma grand-mère étaient, à leur manière, des croyants sincères. En fait, je me souviens que parfois je faisais irruption dans la chambre de ma grand-mère vers 7 heures du soir, et elle était toujours à genoux en train de prier. Je suis sûr qu'elle priait pour son petit-fils, qui avait toutes sortes de problèmes potentiels. En fait, je dois vraiment dire que je pense que l'une des grandes influences dans ma vie ont été les prières de ma grand-mère. J'avais alors ce qu'on appelait une gouvernante, c'est-à-dire une femme qui faisait en quelque sorte ce que mes parents auraient dû faire. J'ai eu une succession de gouvernantes. Et puis, à l'âge de 9 ans,
J'ai été envoyé dans une école préparatoire, ce qu'ils appelaient une école prep. Il y a une photo de moi assez connue dans la famille sur le point d'entrée à l'école préparatoire, vêtu d'un costume de tweed avec une veste et un chapeau melon à l'âge de 9 ans. Dieu m'a équipé sur le plan académique. J'ai toujours été le premier de la classe. J'étais très attiré par les jeux, le football et le cricket en particulier. À l'âge de 13 ans, j'ai été inscrit à l'examen de bourse d'études pour le collège d'Eton. Et j'ai réussi. Donc à l'âge de 13 ans, je suis entré à Eton en tant que boursier. Et il y avait environ 1100 élèves à l'époque, mais il y avait 70 boursiers. Le nombre 70 était maintenu exactement parce que chaque année, ils accueillaient 14 boursiers, les 14 premiers de l'examen. Eton était à bien des égards un endroit étrange. Je veux dire, il y avait beaucoup de règles. La première année, on n'avait pas le droit de mettre les mains dans les poches. Et jusqu'à ce que vous atteigniez un certain stade, vous n'étiez autorisé qu'à marcher d'un côté de la rue. Et on portait toujours, quand on était assez grand, on portait une queue de pie pour tout, sauf pour le sport. Et je me souviens d'être allé chez W.A. Stimson, qui était mon tailleur, et avoir été mesuré pour ma queue de pie. Et vous savez, j'ai payé l'énorme somme de 7 livres pour un costume entièrement sur mesure, y compris le gilet. Eton était un endroit très étrange. C'était extrêmement snob. C'était tellement snob que vous n'aviez pas besoin de paraître snob, si vous comprenez ce que je veux dire. C'était tout simplement une évidence. L'éducation était à sa manière formidable. Je veux dire, il y avait une proportion d'un professeur pour 12 élèves. L'étude du latin et du grec allait de soi. Toute personne éduquée l'a toujours fait. Il n'y avait pas d'alternative que je sache. Je me souviens qu'avant d'avoir, disons, l'âge de 14 ans, on attendait de moi que je sois capable d'écrire des vers en latin et en grec, et traduire la poésie anglaise en latin et en grec. Vous pourriez dire, eh bien, à quoi cela servait-il ? À très peu, en quelque sorte, mais c'était une discipline formidable. Je veux dire, j'ai vraiment été formé à penser et à travailler systématiquement pour faire mes devoirs à temps. Et je vois les jeunes générations d'aujourd'hui, et je vois le peu de réelle discipline qu'il y a dans leur vie. Et la discipline est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'avoir. Je veux dire, elle peut être utilisée de nombreuses façons, mais une vie indisciplinée est vraiment une vie chaotique. C'est un manque de véritable objectif et de but. J'ai un véritable fardeau pour les jeunes qui grandissent en Grande-Bretagne aujourd'hui, ou dans le monde entier, parce qu'il y a si peu de vraie discipline dans leur vie. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui rejettent la discipline, mais c'est une erreur. Elle peut être mal appliquée, elle peut être appliquée de manière imprudente, mais c'est une clé pour réussir dans la vie. Je me moque aujourd'hui du fait que je sache le latin. Je ne me suis jamais préoccupé du latin. J'utilise le grec parce que je lis le Nouveau Testament en grec. Mais ce que j'ai obtenu au-delà de cela, c'est la discipline et l'étude. Aussi, j'ai fait partie de, je ne dirais pas la jet set, mais puisqu'il n'y avait pas de jet set à l'époque, je suis devenu une sorte de beachcomber, en quelque sorte. Et en même temps, j'ai poursuivi mes études à Eton. Je menais donc une double vie. J'ai fréquenté une famille d'émigrés russes qui s'étaient échappés de l'Union soviétique et j'ai passé plusieurs mois avec eux et j'ai appris le russe, ce que j'ai toujours regretté de ne pas avoir continué. J'étais aussi fasciné par les romanciers russes. J'ai commencé à lire Tchekhov, puis Dostoïevski, et j'ai été longtemps fasciné par les romanciers russes et tout ce qui est russe. Pas le mysticisme, mais c'est une sorte de vision différente de la vie. Quand je suis devenu croyant, cela s'est en quelque sorte effacé, mais ça a joué un rôle dans mon développement. J'avais des amis à Eton qui sont allés à Monte-Carlo pour des vacances,
et ont réussi à gagner de l'argent à la roulette. Ils sont donc revenus et étaient convaincus que si on savait bien jouer, on pouvait gagner de l'argent. Et sans entrer dans les détails, ils avaient un système conçu par un homme nommé Le Boucher qui vous garantissait de gagner à la roulette. Il se trouve qu'ils n'ont pas pu y aller et que j'y suis allé, donc ils m'ont envoyé avec un peu d'argent, pas beaucoup d'argent, pour jouer en notre nom à tous. J'ai donc passé de longues heures aux tables de roulette. Et j'aimerais dire que si vous voulez rencontrer les personnages les plus laids du monde, vous pouvez les rencontrer autour d'une table de jeu. Par miracle, nous n'avons jamais vraiment perdu beaucoup d'argent. Plus tard, nous avons découvert que l'homme qui avait conçu le système, la bouchère, est mort dans la misère, ce qui nous a en quelque sorte guéris de cela. Aller à la chapelle était obligatoire, une fois par jour et 2 fois le dimanche. Bien sûr, les bâtiments de la chapelle étaient magnifiques. Mais quand je suis allé étudier à Cambridge, j'ai décidé que j'avais fait toutes les visites à l'église que j'avais besoin de faire dans mes jeunes années et que je n'allais plus perdre mon temps à cela. J'ai passé un examen au King's College, Cambridge, et j'ai obtenu la bourse de l'année senior. Et puisqu'Eton et King's ont été fondés par le roi Henri VI, il y a plus de 500 ans, si vous étiez un étudiant, vous étiez un étudiant du roi. Et si vous étiez un étudiant du roi, vous aviez le droit d'écrire les lettres KS, King's Scholar, après votre nom. Et donc, puisque j'étais un étudiant à Eton, puis à King's, j'avais le droit d'écrire KS 2 fois après mon nom. Mais cela ne signifie pas grand-chose pour les gens d'aujourd'hui, donc je ne me laisse plus aller à cela. J'ai pris les 2 parties de ce qu'on appelle le tripos classique, c'est-à-dire un cours standard en latin et en grec, histoire, langue, culture, etc. Et à l'examen final, j'ai réussi premier de tous les étudiants de l'université. En fait, j'étais dans une catégorie à part. J'ai donc obtenu une bourse d'études pour continuer à étudier et j'ai été profondément marqué par la philosophie de Platon à cette époque. Je suis donc devenu l'étudiant senior de l'université en philosophie pendant 2 ans. Et à la fin de cette période, j'ai rédigé un mémoire. J'ai du mal à y croire, mais le titre dont je me souviens encore était « L'évolution de la méthode de définition de Platon ». Sur cette base, j'ai été élu Fellow, enseignant-chercheur du King's College de Cambridge. Pour revenir sur la fin de mon adolescence et ainsi de suite, je dois dire que j'étais vraiment un hippie avant qu'il n'y ait des hippies. Et une grande partie de la motivation des hippies et ceux qui les suivent était la mienne. J'étais insatisfait du statu quo. Je ne pouvais pas l'améliorer, mais je ne voulais pas en faire partie. Et bien sûr, le fait d'être philosophe, c'est une porte ouverte à toutes sortes de choses. Je me suis beaucoup intéressé aux philosophies indiennes, au yoga, etc. En fait, je serais devenu yogi si j'avais su comment faire. J'étais donc comme... Je veux dire, aujourd'hui, il y a des millions de personnes comme ça. À cette époque, j'étais une exception. La plupart des gens n'étaient pas comme ça. Mais je n'ai jamais eu de problème pour comprendre les hippies ou la génération des années 60 ou les générations suivantes. Je peux m'identifier à eux parce qu'à bien des égards, j'étais un protestateur. Je ne savais pas contre quoi je protestais et mes protestations étaient généralement plutôt vides de sens. Par exemple, quand j'ai passé l'été à Monte-Carlo, en sandales, j'avais peint mes ongles d'orteil en rouge. Je veux dire, à l'époque, c'était un peu inhabituel. Mais je me suis souvent demandé pourquoi je l'avais fait. Je pense que c'était juste pour dire « je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous faites ». Mais ça n'avait pas de sens. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment arrivé du point de vue académique. Mon avenir était assuré, mais la Seconde Guerre mondiale a éclaté, ce qui nous a tous plongés dans la confusion. Je me souviens d'un de mes camarades étudiants. Nous avions l'habitude de nous asseoir quelque part et déjeuner ensemble, en parlant de la vie comme s'il s'agissait d'un match de football, où nous pouvions frapper la balle où bon nous semble. Après le début de la guerre, j'ai réalisé que je m'étais trompé. C'était moi, le ballon de football, et je me demandais où la vie allait m'envoyer au prochain coup de pied.